Ici, les médias. Radio. Parce que la radio, c'est pas la poubelle. Hein. Vraiment, c'est pas un endroit où chacun va venir et croit avoir le droit de dire n'importe quoi. Télévision. C'était la toute première chaîne télévision lancée par le plus grand groupe de médias détenus par des Noirs ici. On veut lutter contre les tarifs publicitaires au rabais qui leur sont imposés par les annonceurs et les régies publicitaires. Il fallait en parler. L'objectif, c'est de construire le premier robot humanoïde africain, super intelligent. L'Emicom. Les métiers de la communication étant divers et variés, à vous de tracer votre chemin. Radio, presse écrite, l'Emicom, publicité, télévision, cinéma, affichage, il fallait en parler. Hommes et femmes des médias. Hommes et femmes des médias. Ici, les médias. Ici, les médias. Le magazine des médias africains. Mesdames, Messieurs, sur l'ensemble du continent, recevez nos sincères salutations. Le moment est arrivé de nous consacrer uniquement aux médias. Ici les médias, voici les sommaires. Cameroun, la CRTV visée par une plainte pour atteinte à l'image. Au Cameroun, une plainte a été déposée contre une équipe de reporters de la CRTV, l'Office de l'audiovisuel public. Ghislaine Djoungou, la plaignante, a saisi le Conseil national de la communication pour atteinte et violation des droits de sa fillette de 5 ans. Quels sont les risques encourus par ces reporters? Le docteur Ampère Simo répondra à cette question. Bonjour, docteur Simo. Bonjour. Guinée-Conakry, la presse indépendante vulgarise la loi sur l'accès à l'information publique. Durant 6 ans, cette loi est restée dans les oubliettes. Voilà le constat fait par l'Association guinéenne de la presse indépendante. Elle a donc engagé une campagne de vulgarisation de ce texte. Il fallait en parler. Oui, il fallait parler de Cyril Bomba, cet ingénieur camerounais qui a mis au point la Free Solar Lamp, une lampe qui fonctionne à l'énergie photovoltaïque. Swaziland, le gouvernement veut interdire aux groupes politiques de posséder un média audiovisuel. Enclavé dans l'Afrique du Sud, le Swaziland prévoit d'écarter les hommes politiques de la possession de la gestion des médias audiovisuels. De quoi est-il question exactement? Notre correspondante Karine Mombou nous donnera plus d'informations. En Afrique, Facebook veut connecter tous les Africains. L'Afrique fait partie de la stratégie de Facebook sur les 10 prochaines années, nous dira Philomène Ducy. Les métiers de la communication. Qu'est-ce qu'un chef de projet événementiel? En quoi consiste le métier des chefs de projet événementiel? Dans les métiers de la communication, vous aurez les explications de Cédric Tachagou. Bonjour Marcy. Bonjour Aimé Désiré. Passionné des médias, c'est ici les médias. Ici les médias. Le magazine des médias africains. Cameroun, la CRTV visée par une plainte pour atteinte à l'image. Au Cameroun, une plainte a été déposée contre une équipe de reporters de la CRTV, l'Office de l'audiovisuel public. Ghislaine Djoungou, la plaignante, a saisi le Conseil national de la communication. Elle se plaint pour atteinte et violation des droits de sa fillette de 5 ans. Philomène Ducy. Ici, les médias. Dans sa requête, la plaignante, journaliste de profession, explique que sa fillette de 5 ans a été victime de, je cite, stigmatisation, d'exploitation abusive d'images infantiles et de violation de ses droits à la vie privée et à la dignité humaine. Fin de citation. Elle exige des sanctions contre les reporters de la CRTV qui ont utilisé l'image de sa fillette dans un reportage télé sur l'obésité infantile. La journaliste explique que son enfant a été traqué par l'équipe de reportage de la CRTV. Les faits remontent au mardi 11 octobre 2016, alors que la petite Raphaël, en compagnie de sa grand-mère, se trouvait à une consultation médicale à l'hôpital central de Yaoundé. L'équipe de reportage s'est alors obstinée à braquer sa caméra sur la jeune patiente, malgré le refus catégorique de sa grand-mère. Celle-ci a même refusé de signer la moindre autorisation de diffusion des prises de vue faites. Les journalistes ont alors promis qu'aucune exploitation n'en sera faite. Mais plus tard, Ghislaine Djoungou a été informée par des proches qui ont vu sa fille à la télé avec de gros plans sur son visage. En effet, le reportage a été diffusé plusieurs fois sur les antennes télé de la CRTV. Il y a eu non seulement l'édition du journal de 20h30 le 12 octobre 2016, mais aussi le journal de 12h le lendemain, le 13 octobre. À la suite de la plainte, il revient au Conseil national de la communication de trancher ce contentieux en tant qu'organe de régulation. Quant au ministère de la communication, sa réaction également est attendue. Ici, les médias.
Si jamais cette plainte est jugée recevable, quelles sanctions peuvent être affligées à ces reporters de la CRTV? Nous avons interrogé le docteur Francis Ampère Simo. Il est expert en droit des médias et enseignant à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Yaoundé 2. Le docteur Simo répond aux questions de Philomène Ducy. Docteur Simo, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste en droit des médias et en droit de la santé. Oui. Docteur, si jamais la plainte est jugée recevable, quelles sanctions peuvent être affligées à ces reporters de la CRTV? Bon, généralement, le droit à l'image obéit à un principe, c'est-à-dire que toute personne peut s'opposer à la publication de son image sans son autorisation. Effectivement. Ça, c'est le principe. Mais le droit à l'image a aussi des exceptions. Oui. Et je crois que c'est sur le terrain de ces exceptions que les journalistes de la CRTV se sont déployés. Parce que l'une des exceptions au droit à l'image, c'est que dans le cadre d'une activité professionnelle, et en raison du droit du public à l'information, on peut filmer quelqu'un et diffuser l'image sans son autorisation si cela sert à l'information. Il faudrait donc qu'il y ait adéquation entre l'image et le commentaire qui suit cette image. Donc, ce n'est pas l'image qui doit être mise en avant, c'est le commentaire qui suit. Donc, l'image doit illustrer un événement d'actualité. Ça, c'est l'une des exceptions au droit à l'image. Donc, je pourrais d'emblée déjà dire que cette plainte-là ne pourrait pas prospérer pour la simple raison que le reportage faisait allusion à l'obésité des enfants et c'était dans le cadre hospitalier. Donc, voilà, il y a un principe et puis il y a des exceptions. Donc on ne peut donc même pas parler ici d'un arrangement à l'amiable. Il n'y a eu aucune faute parce que il y a deux conditions également pour qu'il y ait possibilité de prise en compte de ce type de plainte. Premièrement, s'il y a eu une exploitation commerciale de l'image et ensuite s'il y a eu atteinte à la dignité de la personne qui est représentée sur l'image. Et dans le cas précis, on ne pourrait pas prétendre qu'il y a eu atteinte à la dignité de l'enfant puisque l'enfant est certes obèse, mais c'est un reportage sur l'obésité des enfants. Donc, il y a adéquation donc, entre l'image et le commentaire. C'est une image qui a servi à illustrer un événement d'actualité. D'accord. Docteur Simo Ampère, merci d'avoir répondu aux questions d'ici les médias. Merci. Merci. C'était le docteur Francis Ampère Simo, expert en droit des médias et enseignant à la faculté des sciences juridiques et politiques à l'université de Yaoundé 2. Le docteur Simo répondait aux questions de Philomène Ducy. Alors, il est en ligne avec nous. Ismaël, bonjour. Bonjour Adoré. Des milliers d'images défilent sur nos écrans tous les jours. Les journalistes courent-ils un risque quelconque en diffusant des images au quotidien, Ismaël ? Je pense qu'il faut pouvoir rééduquer des personnes, rééduquer des professionnels des médias, leur dire que non, voilà, on n'a pas le droit de diffuser une image sans l'autorisation de la personne. Donc, on va pouvoir demander certaines autorisations pour pouvoir diffuser quelle que soit l'image. Parce qu'aujourd'hui, c'est la CRTV qui est poursuivie. Je pense que cela servira de leçon à certaines personnes qui courent le risque de prendre n'importe quelle image et de pouvoir filmer. Et c'est là dont on remet sur la table le droit de l'image. Voilà. Ne partez pas, Ismaël, je vous en prie. Guinée-Conakry, la presse indépendante vulgarise la loi sur l'accès à l'information publique. Durant 6 ans, cette loi est restée dans les oubliettes. Voilà le constat fait par l'Association guinéenne de la presse indépendante. Elle a donc engagé une campagne de vulgarisation de ce texte. Merci Mumba. Ici, les médias. La première étape de la campagne a été la rencontre d'échange de ce mi-novembre 2016 à Conakry avec la participation des professionnels de plusieurs médias et des juristes. Nous sommes le pays où les dépositaires de la puissance publique ou les élus locaux ne rendent jamais compte de leur gestion aux citoyens et aux journalistes. Cette loi nous permet d'ester en justice contre la personne qui refuse de nous donner l'information publique, a expliqué Moussa Iboum Conté, coordonnateur de la synergie de vulgarisation du texte.
Il se désole du fait que la loi soit encore méconnue aujourd'hui. Pour lui, la vulgarisation doit commencer par les journalistes qui vont l'exploiter pour jouer pleinement leur rôle de relais auprès de la population. Cette loi offre aux journalistes un outil qui leur permet d'interroger n'importe quelle source et celle-ci est tenue de leur donner l'information, a conclu le coordonnateur. Ici, les médias. C'était Marcy Bomba. Ismaël est resté avec nous. Ismaël, dans votre travail de journaliste, vous avez certainement été confronté à la retention de l'information publique par les agents d'État, certainement. Que pensez-vous de cette loi guinéenne ? Eh bien, je crois que cette loi guinéenne, pour ma part, est salutaire. Elle est salutaire lorsqu'on sait également que nous sommes le continent où personne ne veut dire quoi que ce soit à qui que ce soit. Chaque élu ou encore chaque ministre, chaque agent membre du gouvernement fait ce qu'il veut, quand il veut, et qui ne rend jamais compte à la presse. Et quand bien même la presse s'amuse à venir vers ces personnes-là, on arrive tout de même à lui fermer la porte aux journalistes. C'est-à-dire qu'en réalité, on s'en fout du journaliste. C'est fréquent. Lorsque vous vous rendez dans un ministère, on vous ferme la porte, on vous dit vous n'êtes pas autorisé à entrer, le ministre n'est pas là, revenez demain. Vous avez pas mal de mots qu'on vous adresse généralement, et puis voilà, on assiste à cela tous les jours. C'est-à-dire on vient vers les journalistes quand on a besoin d'eux, quand on a besoin donc de se blanchir, quand on a bien besoin par moment de pouvoir être vu, quand on veut donner 2-3 sacs de riz dans une prison chez nous, parce qu'on espère quelques éventuel suffrage quelque part, on vient vers le journaliste. Mais bon, quand le journaliste vient vers ces élus-là, une fois qu'ils sont élus, pour pouvoir savoir quel est leur travail, qu'est-ce qu'ils ont fait durant leur mandat, là, c'est vraiment compliqué, c'est vachement compliqué. Et ça, on assiste tous les jours. Voilà. Merci Ismaël. C'était Ismaël Karim, notre correspondant à Paris, c'est en France. Il fallait en parler. Il fallait en parler. Il fallait parler de Cyril Bomba, cet ingénieur camerounais qui a mis au point l'AfriSolar Lamp, une lampe qui fonctionne à l'énergie photovoltaïque. Aimé Désiré. Cyril Bomba est un ingénieur et inventeur camerounais qui a mis au point l'AfriSolar Lamp, une lampe qui fonctionne à l'énergie solaire. C'est en 2008, lors des Journées technologiques nationales, initiées par le ministère des Mines et du Développement technologique du Cameroun, que Cyril Bomba a présenté son invention qui lui vaudra le premier prix. La lampe à pétrole est encore utilisée en Afrique aussi bien dans les centres urbains que dans les centres ruraux, alors qu'une solution solaire est plus adaptée à l'Afrique qui bénéficie d'un rayonnement solaire conséquent. La fabrication industrielle de l'AfriSolar Lamp offrirait une solution électrique viable et peu chère à l'échelle continentale, étant donné que l'accès à l'électricité reste encore bien souvent un luxe. l'AfriSolar Lamp serait fabriquée à 90% avec des matériaux locaux et coûtera environ 25 000 francs CFA sans subvention de l'État. Cyril Bomba estime qu'une aide de l'État permettrait de réduire le prix à 19 000 francs CFA. l'AfriSolar Lamp est livrée avec un panneau solaire qu'il suffit d'installer sur le toit ou tout autre endroit pouvant capter le maximum de rayons solaires. Quant au panneau solaire, il est relié à la lampe par un câble d'alimentation et a une durée de vie de 25 ans environ. La lampe dispose d'une batterie rechargeable d'une autonomie de 12 heures qui permettrait d'éclairer comme 26 lampes à pétrole réunies. La durée de vie de la batterie serait d'environ 5 ans. Il existe un modèle de lampe équipée d'une radio FM et permet de recharger des téléphones portables. Cyril Bomba a entrepris des démarches auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle pour breveter son invention. Au jour d'aujourd'hui, la lampe est déjà disponible au Cameroun, fait la fierté des consommateurs. Et il fallait en parler. Swaziland, le gouvernement veut interdire aux groupes politiques de posséder un média audiovisuel. Enclavé dans l'Afrique du Sud, le Swaziland prévoit d'écarter les hommes politiques de la possession et de la gestion des médias audiovisuels. Karine Mambou. Ici, les médias. La nouvelle loi est censée ouvrir une aide de libéralisation au Swaziland, royaume situé en Afrique australe, enclavé dans l'Afrique du Sud, avec la possibilité de créer des médias audiovisuels indépendants dans le pays. Les dispositions du texte ont été discutées au cours de l'atelier organisé ce fin novembre 2016 par le ministère de l'Information, des Communications et de la Technologie. Parmi les parties prenantes, Aimé Désiré, il y avait les représentants de l'Office audiovisuel public, de la Société des postes et télécommunications du Swaziland, de l'Association nationale des journalistes et éditeurs de presse ou encore des universitaires. Une partie des débats a porté sur la dérive autoritaire qui peut se cacher derrière les restrictions dans l'attribution des licences audiovisuelles, notamment l'exclusion des personnes affiliées à un groupe politique.
Il a été nécessaire de s'interroger sur ce que la loi entend par groupe politique. En réponse, Aimé Désiré, le secrétaire principal du ministère de l'Information, Sekelela Dlamini, a promis que cette définition sera intégrée avant le dépôt du texte de loi au Parlement. Karine Mambou depuis Johannesburg, pour Ici les médias. Ici les médias. C'était Karine Mambou, notre correspondante à Johannesburg. Olivier Nkayi, bonjour. Bonjour Aimé Désiré. Olivier, est-ce que des personnes affiliées à un groupe politique de l'obtention d'une licence pour créer une chaîne de télévision ou une chaîne de radio, qu'est-ce qui peut bien pousser un gouvernement à envisager une loi pareille ? Il faut avouer que c'est une question assez difficile. Pourquoi ? Tout simplement parce que la démocratie, c'est aussi la libre entreprise. Oui. Cependant, on voit très bien quelle peut être la puissance d'un média et son influence sur la population. En outre, les médias et les journalistes sont censés être neutres vis-à-vis de la vie politique. Mais la tendance à ce jour est tout autre, car on peut de plus en plus observer des médias et des journalistes prendre parti pour un bord politique ou un autre. Des journalistes dont les analyses sont la copie conforme de l'idéologie véhiculée par certains hommes politiques. La décision pour un État d'exclure les personnes affiliées à un groupe politique ou à un parti politique de l'obtention d'une licence pour créer une chaîne de télévision ou de radio peut s'expliquer par la volonté de cet État d'avoir une vie politique apaisée. Car on sait qu'en politique, les attaques peuvent être très virulentes, même par presse interposée, lorsqu'il s'agit de défendre ses intérêts et de décrédibiliser ses adversaires. Olivier, pensez-vous que cela relève d'une injustice quelconque ? Ah non, de mon point de vue, cela ne relève pas d'une injustice, car permettre aux hommes politiques d'avoir leurs propres médias revient à faire croire que les populations sont incapables de décider par elles-mêmes. Du fait qu'à longueur de journée, ces médias ne feraient que l'apologie de leurs champions et influenceraient ainsi facilement l'opinion. Autre raison, seuls les politiciens les plus riches pourraient s'offrir le luxe d'une chaîne de télévision ou d'une radio, au détriment des moins riches qui n'auront ainsi aucun espace d'expression médiatique. Même s'il est vrai, comme nous l'avions précisé plus haut, qu'une différence évidente de traitement entre hommes politiques dans les médias est déjà perceptible. De toute évidence, un environnement médiatique contrôlé par les hommes politiques ne reflète plus totalement la réalité de la vie publique. Oui. Alors Olivier, ne partez pas, je vous en prie. Ok. Cédric Tachago, bonjour. Bonjour Aimé Désiré et bonjour à tous les auditeurs. On le sait, Cédric, il est des règles qu'en Afrique, le plus souvent, les médias publics sont acquis à la cause du parti au pouvoir et que les médias de l'opposition sont pas contre des médias muselés. Au regard de ces deux éléments, y a-t-il lieu d'accorder du crédit à cette nouvelle loi qui pourrait voir le jour au Swaziland ? Eh bien, le constat que vous faites est pertinent, Aimé Désiré, même si nous pensons qu'il est adéquat de dire que dans de nombreux pays africains, les partis au pouvoir influencent grandement les médias publics. Et cette influence parfois fait que ces médias sont en quelque sorte la caisse de résonance du gouvernement en place. C'est vrai que ce n'est pas une spécificité africaine, mais cette trop grande influence est beaucoup plus accrue ici chez nous sous les tropiques. Quand j'ai dit cela, je reviens à votre préoccupation et donc j'estime qu'on pourrait accorder du crédit à cette loi en gestation au Swaziland, mais la condition serait que les médias publics arrêtent d'être en quelque sorte des porte-paroles des partis politiques au pouvoir, qu'on revienne par exemple à cet équilibre dans le traitement de l'information et que cessent les JT qui réservent des grosses pages aux meetings des partis politiques au pouvoir. Mais vu sous un autre prisme, accorder du crédit à ce futur texte serait difficile dans la mesure où interdire l'ouverture ou encore le fonctionnement d'un média peut être perçu comme une atteinte aux libertés fondamentales et surtout au droit de communiquer. On peut percevoir la volonté pour le pouvoir en place de taire un son de cloche différent du sien, vu que l'interdiction vise directement les groupes politiques, dont la démocratie pourrait prendre un sérieux coup, et aussi la mesure pourrait ralentir ou empêcher l'investissement dans le secteur audiovisuel. Donc la chose que nous trouvons essentiel et que nous préconisons, c'est l'encadrement des médias par les gouvernements qui doivent arrêter de museler certains médias privés cette fois-là. En cliché, l'exemple de la chaîne gabonaise TV+, d'André Mbaobam de regretter mémoire, ou tout récemment en RDC avec les médias de l'opposant Moïse Katombi. Impossible de tous les citer car les exemples sont légion, ce qui généralement laisse transparaître l'image des pays
où la liberté de presse est bafouée. Merci Cédric Tachagou. Ne partez pas, je vous en prie. 2 éditions d'ici les médias sans écouter Olivier Nkayu. Les internautes apprennent par whatishappeninginafrica.com qu'Olivier est désormais marié à Sandra Lenz. Comment se sent Olivier après cette union? Écoutez, je me sens très bien, je suis surtout très heureux. Je sais que c'est un engagement sérieux pour la vie et donc je voudrais ici remercier celle qui est désormais Madame Nkayu parce que j'aurai vraiment besoin d'elle tout au long de ma vie. Je voudrais aussi vous remercier vous tous, particulièrement Karine, elle comprend pourquoi, et remercier toute la famille, tous les amis qui ont contribué à la réussite de cet événement-là. Merci encore à vous et surtout, voilà, je suis très très heureux, c'est tout ce que je puis dire. Olivier Nkayu, toute l'équipe d'ici les médias est fière de vous, ainsi que de madame votre femme. Merci. Mon ami, on est fiers de toi, c'est à Tilsibé, à Kelenka. Ce soir c'est ton jour, la noce peut démarrer, on est tous dans la foule. Ici, les médias, le magazine des médias africains. Panafrique, Facebook veut connecter tous les Africains. Et vous nous dites, Philomène Dussi, que l'Afrique fait partie de la stratégie de Facebook sur les 10 prochaines années. Ici, les médias. Affirmatif, merci. Selon Agence Ecofin, Facebook veut connecter à Internet les 4,1 milliards d'habitants de la planète qui ne le sont pas encore. Voilà l'axe majeur de la stratégie de Facebook sur les 10 prochaines années. Une stratégie présentée par le chef du département technologique Mike Crawford lors du Web Summit 2017 qui s'est achevé cette mi-novembre à Lisbonne au Portugal. Facebook entend créer un monde davantage connecté. L'atteinte de cette mission passe par un accroissement du taux de connexion en Afrique. Selon Mike Crawford, Facebook va déployer les efforts pour améliorer l'efficacité des antennes de téléphonie mobile. Des tests sont d'ailleurs annoncés à San José en Californie. Des drones solaires testés récemment par Facebook pourront permettre de diffuser Internet de manière efficace dans les régions difficiles d'accès. Facebook envisage aussi de réinvestir dans le satellite à l'instar de Google. Ici, les médias. C'était Philomène Dussi, notre correspondante à Douala. Les métiers de la communication. Qu'est-ce qu'un chef de projet événementiel? En quoi consiste le métier des chefs de projet événementiel dans les métiers de la communication? Voici les explications de Cédric Tachagou. Le chef de projet événementiel est un acteur dans la stratégie de communication globale d'une entité, d'une entreprise ou d'une institution. Convention, assemblée générale, colloque, inauguration, séminaire, sa responsabilité est d'imaginer puis d'organiser une manifestation quelconque de bout en bout. Selon le cahier des charges défini avec son client, il cherche d'abord un concept original pour marquer les esprits. S'il s'agit d'une entreprise, le chef de projet devra intégrer parfaitement les objectifs de son client et sa culture d'entreprise, puis fera une proposition compatible avec son budget. Le chef de projet événementiel est avant tout à l'écoute de ses clients internes ou externes. Il préconise la meilleure offre événementielle ainsi que les outils et moyens pour accompagner cette offre. En charge des contours de l'événement, il peut proposer un plan de communication événementielle prenant en compte l'ensemble des aspects opérationnels de la communication comme la conception d'invitations et des plaquettes, la rédaction d'articles, la gestion des bases de données des invités, le choix des prestataires ainsi que le choix du lieu de l'événement. Le jour J, il est à la manœuvre pendant toute la durée de l'événement, prêt à trouver des solutions en cas d'imprévu. Dans son plan de travail, celui qu'on appelle encore chargé de communication événementielle détermine d'abord les besoins, préconise et rédige un plan de com, puis définit les outils et les moyens nécessaires. Ensuite, il conçoit et organise l'événement. Ceci consistera à gérer la relation avec le public cible, participer à la conception et à la mise en forme du contenu, la gestion du rétro-planning et du budget, ainsi que la supervision des aspects scéniques et techniques. Dans un autre cap, il s'occupe de la gestion des intervenants internes et externes. Ceci passe par l'animation des équipes impliquées dans le projet et la rédaction des cahiers de charges pour chaque intervenant. Enfin, il mesure et suit les actions de communication.
Pour cela, il établit des outils de mesure d'impact de l'événement et assure la restitution auprès des prestataires et des intervenants, communique sur les résultats, suit et mesure le post-événement. En entreprise, le chef de projet événementiel est rattaché de façon hiérarchique au responsable de communication. Il exerce généralement en agence et est de ce fait au service de plusieurs projets et clients. Au plan des compétences, une connaissance de l'entreprise, ses produits, sa culture, son identité et ses concurrents est impérative. L'élaboration des plans de communication et la connaissance des procédures d'appel d'offres sont nécessaires. Côté formation, les profils de ces professionnels sont très variés. Les diplômes dans les écoles de management avec option communication sont hautement appréciés. Des masters en gestion événementielle ou en communication délivrés par des universités constituent aussi une bonne formation. Ainsi, les métiers de la communication étant divers et variés, à vous de tracer votre chemin. Maintenant que vous savez en quoi consiste le métier des chefs de projet événementiel, à vous de prendre la bonne décision pour une meilleure intégration dans le monde de la communication. Passionnés des médias, vous avez écouté cette autre édition d'Ici les médias. Soyez-en remerciés. L'équipe au grand complet, producteur Adaprod, coproducteur Record FM Gabon. Nos correspondants Roland Djakou à Libreville au Gabon, Philomène Dussi, Cédric Tachago à Douala au Cameroun, Olivier Ankayu à Strasbourg, Ismaël Karim à Paris en France, Karine Mambo à Johannesburg en Afrique du Sud. Retrouvez ce programme sur notre chaîne YouTube, Ici les médias. Dans ce studio, elle, Marcy Bomba. Et lui, Aimé Désiré. Passionné des médias, c'était Ici les médias. Prenons rendez-vous sur votre radio. Ici les médias. Production Adaprod.